Elle s'appelle vache, poule, truie. Elle produit du lait, des œufs, des petits, mais elle n'a jamais été vue comme une mère, seulement comme une machine à produire, une machine à contrôler. L'autre, elle s'appelle femme. Elle aussi, on a voulu la réduire à sa fonction, enfanter. On a voulu la réduire à son corps et on a voulu la contrôler. Comme si naître femelle, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, c'était naître à disposition de l'homme. On croit souvent que les humains dominent les animaux par nature, mais ce qu'on appelle nature, c'est souvent une culture travestie. Et tout en haut de cette pyramide se trouve l'homme, humain, celui qui décide, celui qui possède. Dans ce système, les animaux ne sont pas des individus, ce sont des produits, et les femmes ne sont pas des sujets, ce sont des corps, à gérer, à surveiller, à utiliser. Et si le féminisme et le véganisme étaient deux façons de dire « on en a assez ». Aujourd'hui, je tends le micro à ma sœur, Suzanne, qui est féministe et végane, pour parler de ces parallèles qui sont souvent ignorés, de l'exploitation des femelles, qu'elles soient humaines ou animales, et de ce qu'on peut faire pour casser ce cycle de domination. En colère. La première question que j'ai envie de te poser, Suzy, c'est est-ce que d'abord tu peux nous expliquer ce que c'est le véganisme ? Alors oui, tout à fait. Pour beaucoup, véganisme et végétarisme, c'est un peu la même chose, et non. Végétarisme, ça se limite à la non-consommation de chair animale, mais pas aux produits issus des animaux. Végétalisme, c'est toujours limité à l'alimentation, mais là tu ne manges ni chair animale, ni produits issus des animaux, donc lait, fromage, beurre, etc., miel. Et le véganisme, c'est un vrai courant de pensée, un vrai mode de vie en fait, où non seulement tu ne consommes pas de produits alimentaires issus des animaux, mais non plus tu ne vas pas porter du cuir. Et donc le véganisme, c'est prendre en considération que l'exploitation animale, elle est partout. Et donc il faut ouvrir les yeux pour pas consommer des produits qui ont été testés sur les animaux, pour des produits cosmétiques ou en laboratoire, pour des crèmes, des médicaments aussi. Et donc c'est prendre des alternatives, c'est adapter en fait tout son mode de vie pour éviter la souffrance animale. Justement, quand on s'intéresse au véganisme, on entend parler de spécisme et d'antispécisme. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça peut rejoindre la lutte féministe ? Alors, le spécisme est un courant de pensée qui vise à hiérarchiser les différents êtres vivants de la planète en nous mettant, nous, êtres humains, au sommet. Et par cette position de domination, en fait, on a le droit d'exploiter tous ceux qui sont en dessous de nous avec des degrés différents où on va traiter différemment le chien, de la vache, du mouton, de la fourmi. Le spécisme a engendré par réaction l'antispécisme, qui vise justement à une société plus égalitaire où toutes les vies auraient une valeur égale et mériteraient d'être sauvées. Le spécisme, il a été pour la première fois défini en fait par Singer dans La Libération animale en 1975. Donc on n'est pas sur un concept à la mode, comme beaucoup s'amusent à le penser. C'est vraiment une pensée qui déjà existait d'ailleurs chez les Grecs de l'Antiquité, mais qui a pris plus de place et qui est devenue un peu plus philosophique et politique ces dernières années. Alors il y a des gens qui vont considérer que par exemple le spécisme du coup c'est un ordre naturel, la domination de l'homme sur les autres races. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ou est-ce que finalement c'est plutôt quelque chose qui est construit pour favoriser le patriarcat ? Parce que le patriarcat en soi c'est un système qui a été construit par l'homme. Ouais, et c'est hyper intéressant. C'est complètement construit, déjà parce qu'on est sur un système d'exploitation qui est complètement différent du système d'exploitation que tu pourrais retrouver dans le milieu sauvage et chez d'autres animaux. T'as certainement entendu des petits rigolards te dire « ouais, comme le lion qui chasse la gazelle ». Mais nous n'avons rien du lion qui chasse la gazelle. On est sur un assassinat de masse de beaucoup d'espèces dans des conditions extrêmement difficiles, avec une industrialisation de la mort qui n'a rien de naturel. Donc on est vraiment sur une exploitation créée de toutes pièces. Et tu te rends compte d'ailleurs que si toi tu devais tuer un animal, tu saurais même pas comment t'y prendre. Et tu ne sais même pas vraiment ce qui se passe dans un abattoir à moins d'y mettre les pieds ou d'y voir des images. C'est un système de pensée qui a été fabriqué et maintenu en place par l'industrie laitière, l'industrie de la viande, des pubs où tu vois des vaches super contentes, des petits cochons qui sourient. Et puis finalement, ce que tu retrouves dans ton assiette n'a plus rien à voir avec l'animal. Tu fais même pas le lien au moment où tu le manges. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les luttes féministes et antispécistes sont indissociables ? Parce que finalement, elles se rejoignent aussi sur la lutte de la domination de l'homme. En quoi c'est important de les aborder ensemble ? Il y a un terme d'ailleurs, ça s'appelle l'approche intersectionnelle, qui explique que toutes les luttes
pour une minorité ou pour lutter contre une oppression, elles ne s'additionnent pas, mais en fait elles s'entrelacent, elles sont toutes liées les unes aux autres. Tu peux pas être antiraciste mais misogyne. Une fois que tu ouvres les yeux sur les oppressions qui existent, tu te rends compte que si tu luttes contre une oppression, tu luttes contre toutes. Et l'antispécisme, c'est aussi ça, c'est reconnaître que c'est une oppression extrêmement barbare qu'on impose aux animaux sous prétexte qu'on est au-dessus d'eux, plus intelligent ou que sais-je. Et tu retrouves les mêmes sujets. Les mêmes méthodes de domination. Donc, par exemple, il y a l'exploitation reproductive des femelles animales. Quand tu vois que les mâles sont souvent tués très vite parce qu'ils ne représentent pas grand-chose, mais les femelles, on va les exploiter plus longtemps, on va les faire souffrir jusqu'au bout, on va les forcer à porter des bébés, on va ensuite leur prendre leur lait, leur retirer leur bébé, on va leur couper les yeux pour les crevettes, pour qu'elles soient plus reproductives. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place pour posséder l'appareil reproductif des femelles animales. Et ça pose aussi toute la question du consentement et de l'intégrité corporelle. Nous, en tant que femmes, on demande à avoir le droit de disposer librement de notre propre corps, mais en fait, en étant spéciste, on le retire à tous ces animaux et toutes ces femelles, d'autant plus les femelles. Ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est quand même qu'on voit un énorme parallèle, parce que qu'on soit chez les animaux ou chez les humains, à chaque fois, on remarque que c'est quand même la femelle, en quelque sorte, qui subit le plus. Elle est totalement objectifiée, elle devient juste un corps, un objet reproductif notamment. Son consentement, on le balance par la fenêtre. Elle est utilisée en plus pour son corps, pour ses ressources, pour ce qu'elle a à offrir. Et on essaye par tous les moyens de la contrôler. C'est ça qui est dingue quand même. Et est-ce que la violence chez les animaux, elle motive pas aussi une certaine violence chez les humains ? Et d'ailleurs, en parlant des femmes, des hommes, des mâles, des femelles, c'est quoi aussi la place des enfants dans tout ce système-là ? J'ai fait un diplôme d'université à l'université de Toulon justement sur le droit des animaux et il nous expliquait qu'il y avait un lien très fort entre les personnes qui commettaient des actes de souffrance envers les animaux et qui en commettaient envers les femmes en fait et les enfants. Donc il y avait plus de chances si une personne se montrait violente envers les animaux qu'elle soit violente envers sa femme et envers les enfants. Il me semble que c'est le FBI qui fait des recherches justement sur les grands actes de cruauté perpétrés sur les animaux dans les milieux domestiques qui pourraient amener à découvrir en fait des scènes de violence très fortes sur les femmes et les enfants parce qu'on est encore sur une espèce de hiérarchisation où les femmes et les enfants, on les méprise un peu, ils sont moins importants et c'est pareil pour les animaux. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'un rappel, comment les femelles animales sont spécifiquement exploitées dans l'industrie et en quoi c'est une domination toujours de la féminité, notamment via l'appareil reproducteur, etc. La femelle animale ou humaine, elle a cette chose extraordinaire, c'est qu'elle crée des ressources. Alors je dis ressources pour ceux qui les dominent. Elle va créer des bébés, elle va créer du lait, elle va créer tout un tas de ressources qu'on va pouvoir exploiter, vendre, commercialiser, industrialiser. Donc on a tout intérêt à les garder sous la main et à les exploiter. Donc les vaches, elles sont inséminées artificiellement, régulièrement, jusqu'à la fin de leur vie, pour qu'elles puissent faire des veaux et qu'ensuite elles puissent avoir du lait, qu'on va pouvoir leur prendre, puisqu'on leur aura retiré le veau pour prendre le lait à la place. Avec ce lait, on va pouvoir faire du lait, du fromage, du beurre, toutes sortes de trucs dégueulasses. Et c'est pareil pour les poules, par exemple. Alors, je mentionne ces deux animaux parce que c'est ceux qu'on consomme le plus en France. Les poules, pour te donner un exemple, on parlait la dernière fois du fait que tu mangeais que des œufs. Je te disais, oui, d'accord, mais en réalité, pour qu'il y ait des œufs, il faut qu'il y ait des poules et qu'il les ait pondus. Et comme s'il n'y a que des femelles qui pondent, on va tuer tous les bébés, on va les broyer à la naissance. Et on va enfermer les poules dans des cages et attendre toute leur vie qu'elles fassent des petits. Et les poules qui pondent des œufs, en réalité, dans un monde naturel, ne pondraient jamais autant d'œufs. Elles sont sur une fréquence qui n'est pas normale, qui les rend malades, qui leur crée des problèmes de santé. Elles sont génétiquement modifiées pour donner le plus et le plus d'œufs, tout comme les vaches laitières sont génétiquement modifiées pour donner de plus en plus de lait. Et on exploite leur corps dans une dynamique absolument affreuse pour en tirer le plus de ressources possible. Et quand, au bout de 3 ans, elles en peuvent plus, alors qu'elles pourraient vivre 20 ans dans la nature, on dit que ce sont des vaches de réforme. Des vaches ou des poules ? Des vaches de réforme. Des poules ? Des vaches. Mais on parlait des poules, là. On parlait aussi des vaches. Des vaches de réforme ? Oui, une fois que la vache a donné beaucoup de veaux, qu'elle a donné beaucoup de lait, qu'elle en peut plus, qu'elle est fatiguée, elle a enchaîné des grossesses pendant des années, elle est encore très loin normalement de son espérance de vie normale, on va en faire une vache de réforme. Et la vache de réforme, en fait, c'est le bœuf
que tu trouves dans les supermarchés. Oh, putain, l'angoisse. L'espérance de vie naturelle d'une vache, c'est entre 20 à 25 ans. Et dans l'élevage industriel, elle vit entre 5 à 6 ans. Parce qu'elles sont trop exploitées pour leur production de lait, elles ont des problèmes de santé liés aux mises au bas qui sont répétées, elles ont des boiteries, elles ont des mammites, elles ont des septicémies, enfin voilà. Et toujours pour comparer la durée de vie naturelle d'une poule versus sa vie en élevage industriel, une poule peut vivre, si elle est bien traitée, entre 8 à 12 ans. Entre 8 à 12 ans. Enfin, c'est fou. Alors que les poules dites pondeuses vivent entre 16 à 18 mois. Les femelles animales dans cette industrie sont aussi très souvent sujettes et victimes de mutilations. Alors des mutilations qui au départ concernent les deux sexes, mais comme souvent les mâles de toute manière sont absents, puisqu'une fois qu'on a collecté leur sperme, ils servent plus à grand chose. Ils se font tuer très vite. Les femelles, en fait, donc on avait vu les vaches laitières qui sont inséminées à répétition, qui subissent des interventions vaginales très invasives. Les poules pondeuses, dont on souvent coupe le bec parce qu'elles sont dans des milieux où elles sont très serrées et où elles finissent par s'agresser les unes les autres dans un comportement de stress intense. Les truies, qui sont mises dans des cages de gestation et de mise à bas où elles n'ont tellement pas de place qu'elles écrasent leur bébé à la naissance. Elles ont aussi tout un tas de maladies, puisque comme elles sont très très grosses, elles ont des hernies, mais comme elles ont beaucoup de grossesse, elles ont des prolapsus utérins. Pour info, j'en ai eu un, c'est pas rigolo. C'est quoi prolapsus utérin ? Utérin. Un prolapsus utérin, c'est une descente d'organes. Ah oui. Voilà. Slay. Ouais, c'était pas rigolo. Alors j'imagine, pour un être vivant qui a eu des grossesses à répétition, qui est enfermé, qui est bloqué, qui écrase ses bébés, on est quand même sur l'horreur sur Terre. C'est pareil pour les chèvres et les brebis. Et pour les juments, elles sont maintenues en gestation permanente parce que l'urine d'une jument en gestation est utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas pourquoi. Le lait d'ânesse aussi est très utilisé pour les produits de beauté. Mais les femelles poissons aussi, comme les esturgeons, sont éventrées vivantes pour qu'on puisse collecter leurs œufs qu'on va manger parce que c'est du caviar. Donc on est vraiment sur une exploitation très violente dont le seul but, c'est l'optimisation des ressources qu'on peut tirer du corps féminin. J'en parle souvent avec toi justement, que j'aime les animaux. Sauf que, en effet, je peux que faire face à aussi ma propre contradiction et un paradoxe qui est que tu peux pas, il faut assumer ça, tu peux pas complètement aimer les animaux si tu acceptes de les bouffer, les tuer, et si tu acceptes de manger les ressources d'un truc qui est objectivement horrible à partir du moment où juste on décide d'ouvrir les yeux. Je pense que c'est juste qu'on décide d'être dans le déni. Mais il y a beaucoup de femmes qui, d'ailleurs, ont lutté pour le véganisme et contre cette oppression-là. Parce que souvent, on se dit, vas-y, les petites bobos véganes matcha. Alors, je pense qu'il y a un truc aussi de trend, mais réellement, les personnes qui sont véganes totalement, elles sont hyper engagées, hyper impliquées. C'est pas que pour la trend, et ça existe depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Oui, c'est vrai qu'on a tendance à associer le véganisme à quelque chose de très bobo, femme blanche, milieu aisé, parisienne. Et c'est complètement oublié qu'il y a eu des grands mouvements véganisme noir d'ailleurs. Donc ça s'appelait le Black Veganism, qui était porté par des figures comme Avco ou Silco. Et les suffragettes, en fait, on les oublie, mais dans les années 1800, en fait, beaucoup de femmes qui luttaient pour le droit des femmes étaient aussi des militantes antispécistes. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre. En France, on a eu Marie Huot, de 1846 à 1930, qui était une grande poétesse, une féministe très engagée et militante pour le droit des animaux. Comme tu l'as dit, quand on pense au véganisme, on assimile ça à des femmes. Et quand il s'agit d'hommes, souvent ils sont beaucoup plus pointés du doigt. Par exemple, ils vont être jugés parce que ça met en valeur en tout cas des émotions qu'on trouve propres à la femme. Et du coup, si un homme a ces émotions ou ce genre de comportement, on va se dire « Ah non, faiblard, victime » ou j'en sais rien. C'est vrai de toute manière que le véganisme est souvent lié aux femmes, dans le sens où il y a plus de femmes qui le pratiquent parce qu'elles ont une motivation éthique, une capacité d'empathie ou de compassion qui est plus favorisée par la société. Donc, elles sont plus dans le soin et elles sont plus dans la compassion vis-à-vis des animaux. Donc, en effet, il y a une plus grande proportion de femmes qui sont véganes que d'hommes. Et lorsque un homme est élevé ou un petit garçon est élevé végane, c'est vrai que j'ai plus souvent entendu « Ah, mais ça va en faire un petit faiblard, ça va en faire une tapette ». Tout à coup, le fait d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie, d'être dans le refus d'opprimer
et d'exploiter, d'être dans la violence, si petit, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire ? Et puis tout à coup, en plus, ce sont des caractéristiques féminines, de douceur, de respect, de manière surprenante, qui font peur aux hommes, comme si ces nouveaux hommes allaient les mettre en péril. Parce que moi, je voulais parler beaucoup de l'homme blanc, tu vois. Bah, tu vois, il domine la femme tout autant qu'il domine l'animal. Mais pourquoi ? Et les enfants. Et les enfants. Et la nature. Oh, l'angoisse ! Mais il domine tout. Dans certaines cultures, par exemple, je pense aux cultures autochtones. Souvent, voilà, il y a un truc qui est beaucoup plus dans le respect, bien qu'ils vont pouvoir, je pense, manger des animaux. Il y a peut-être une chasse douce ou que sais-je, vraiment strictement pour certains besoins. Alors pourquoi ? Je pense que ça s'est développé dans les sociétés occidentales, ce truc de domination par l'homme blanc qui se dit je vais être le chef, mais c'est un problème d'ego en fait. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est une société qui a grandi très vite. Avec l'industrialisation, on a commencé à faire des villes, on était très nombreux. On s'est beaucoup éloigné de la conception qu'une communauté peut avoir envers son environnement, où si tu retires quelque chose, il faut que tu replantes, ou si tu tues un animal, tu n'en tues que pour subvenir à tes besoins. Tout à coup, on s'est retrouvés à être des millions dans un espace, et on avait une faim terrible de maisons, de confort, et on a exploité la nature et tout ce qu'il y avait avec. Et comme on était déjà sexiste, on l'a ritualisé, si tu veux, on a massifié notre sexisme, on a massifié notre racisme, on a massifié notre spécisme. Et alors, je ne suis pas sûre qu'il existe un terme en isme pour parler du mal qu'on fait à la nature, mais s'il y en avait un, on l'aurait massifié aussi. Au même titre qu'il t'a fallu du courage et une prise de conscience pour devenir féministe, te libérer des qu'en dira-t-on, qu'est-ce que mes parents vont en penser, qu'est-ce que mes amis vont en penser, le travail que ça prend pour te déconstruire, chercher des hommes qui aussi du coup représentent tes nouvelles valeurs, c'est du boulot. C'est une prise de conscience qui demande du travail, qui demande des efforts, d'adaptation à ce que tu vas manger, comment tu vas réagir face à une souris dans ta maison, comment tu vas expliquer à tes enfants qu'on ne marche pas sur tel animal, qu'on ne mange pas tel animal. Voilà, en fait, c'est une déconstruction et une reconstruction qui demande du temps et du travail et aussi une collecte d'informations. Mais si tu l'as fait pour le féminisme, tu peux le faire pour l'antispécisme. Et ce qui est d'ailleurs d'autant plus chiant, c'est quand je pense à quel point tu dois être tout le temps informé sur tous les sujets. Moi, féministe, j'ai l'habitude d'avoir des mecs qui vont me dire que j'y connais rien, tu vois. Mais le véganisme, j'ai l'impression que ça touche à leur masculinité, mais la plus profonde, quoi. C'est comme si on leur coupait les testicules, de leur dire la viande, c'est peut-être pas top et tout. Et tout de suite, les types, ils ont rien lu, ils sont médiocres, ils savent pas. Que toi, t'as fait des études là-dessus, tu t'es renseigné, parce que d'autant plus, des gens vont te dire à quel point tu es bête et à côté de la plaque. Donc t'es obligé de construire toute une connaissance, et dans tous les cas, tu sais qu'on va te regarder avec une supériorité insupportable, te dire qu'en fait, t'y comprends rien. Je l'ai ressenti. En fait, c'est extrêmement hypocrite. Ils le savent pas, mais c'est très hypocrite de dire que c'est pas naturel parce qu'il faut se complémenter. Alors que déjà, la viande qu'ils mangent est complémentée, les animaux qu'ils mangent sont complémentés parce que les sols sont trop appauvris et de toute manière, les animaux, même en broutant l'herbe d'une bonne prairie, n'auraient pas tous les nutriments qui sont nécessaires pour que ces nutriments puissent être transmis ensuite à l'homme qui les mange. Oui, donc en fait, c'est juste enlever un intermédiaire. Oui, exactement. On retire juste un intermédiaire et beaucoup de cruauté. Et beaucoup de surfaces agricoles détruites pour la nourriture des animaux. Et beaucoup d'eau utilisée. En fait, on est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Beaucoup de gens m'ont mal regardé ou je fais chier beaucoup de gens lorsqu'il s'agit de me recevoir à manger. Mais finalement, avec les années, puisque ça fait quand même 10 ans, ils se sont adaptés, c'est devenu un peu plus mainstream, on en entend davantage parler. J'ai eu des commentaires, en fait, lorsque j'ai dit que ma petite fille était végane. Et là, tout à coup, on touchait à l'intégrité physique et la santé de mon enfant. J'étais peut-être une mère indigne. Déjà, j'imposais quelque chose à mon enfant. Alors que eux imposent la viande et imposent aussi le spécisme. Moi, je suis dans une dynamique d'enseignement de l'amour et du respect, mais c'était vraiment, vraiment très dangereux ce que j'étais en train de faire à mon enfant. Et malgré le fait d'avoir suivi donc déjà une formation sur le droit des animaux où on parle du spécisme, mais aussi une formation sur l'alimentation végétale des enfants et la diversification alimentaire des bébés végétariens et véganes, malgré ça, on me fait encore des commentaires.
Ça nous met en colère, ça ou pas? En colère, en colère, en colère. Yes, I! Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!